Salut. Alors, ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Les gens commençaient à s'inquiéter de plus en plus. Mais non, je suis toujours là. Mais malheureusement, le temps est une denrée rare et les sujets s'accumulent. Et ben, cette pièce en est déjà un exemple. Hein. C'est le futur atelier qui est beaucoup plus grand que ce que j'avais avant. Donc là, il faut l'emmagasiner. Il faut récupérer tous les appareils qui sont disséminés dans la maison. Faut ramener un peu d'électricité ici aussi parce qu'il y a une nouvelle cuisine qui a été faite, donc il faut ramener l'électricité dans la cuisine, traverser la maison avec des câbles. Enfin, il y a plein de trucs en cours. Il y a le jardin qui pousse à fond parce qu'il fait beau, faut tondre la pelouse, faut nettoyer les terrasses, plein de trucs déjà purement domestiques qui me pompent un temps pas possible. Je parle même pas du boulot. J'ai une conférence de prévue à l'Institut Femto-ST en Franche-Comté qui est en fait une fusion de plusieurs laboratoires qui sont sous la tutelle d'une paire d'universités, du CNRS, puis une école nationale de mécanique et de microélectronique peut-être, je sais plus le nom mais disons, c'est un organisme de recherche. Et je dois faire une conférence pour eux sur les sources de tension de très haute précision et les contraintes que cela pose de fabriquer ce genre d'appareil. Fabriquer et bien sûr qualifier, vérifier. Bon, c'est une conférence qui est très technique, qui doit durer à peu près 1h15, avec un panel de gens qui sont des électroniciens, des scientifiques et des gens de labos de recherche. Donc je suis obligé de faire des trucs très approfondis. Donc c'est beaucoup plus approfondi que ce que je fais habituellement en vidéo. Et ça demande de la préparation, du temps, et ça doit être... je peux pas laisser... je peux pas faire des trucs approximatifs, quoi. Donc voilà, ça prend du temps. Bon, mon projet qui me prend un temps fou, parce qu'il est complexe. Hein, on verra après, mais... Néanmoins, aujourd'hui, j'ai parlé de... Justement, c'est une petite brique parmi le gros projet sur lequel je travaille, où en fait j'ai commandé des circuits imprimés chez JLC PCB ou Easy EDA, qui est la même chose, pour ici juste pour vérifier l'assemblage entre cartes. Et là j'ai reçu ces circuits, je les ai reçus il y a une quinzaine de jours, où j'ai filmé le déballage. Hein, c'est ce qu'on va voir juste après. Et après, on reviendra ici maintenant, on retourne vers le futur, et on verra l'assemblage des cartes et des connecteurs que j'ai utilisés. On parlera de quelque chose et d'autres, différents sujets qui sont liés à ce projet, même si je reste plutôt vague sur ce qu'il fait réellement. Néanmoins, bon, je vais en parler plus ou moins parce que c'est un truc qui va se libérer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des avancées et des validations de certains concepts pour l'instant qui restent à valider. Mais bon, si ce que je pense fonctionne, je pense qu'il y aura quelque chose de très intéressant qui pourra en sortir. Néanmoins, c'est beaucoup de travail et éventuellement, comme je le dis dans la vidéo qui va suivre, enfin ce que j'ai tourné il y a une quinzaine de jours, éventuellement il serait peut-être possible de pouvoir s'associer avec d'autres gens qui voudraient s'associer avec moi sur ce projet, sur certaines parties particulières, mais ça, déjà, j'aurais besoin de gens qui ont vraiment des capacités particulières, des compétences très particulières, et qui... Voilà, donc il y a tout un lot de contraintes et tout un lot de trucs à mettre en œuvre, éventuellement. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore trop le cas, c'est pas encore trop sur le sujet, mais c'est quand même quelque chose qui est, vu le peu de temps que j'ai, quelque chose qui soit va me prendre une décennie, s'il sera trop tard, soit je... voilà, donc pour l'instant... j'avance sur ce que je peux. Donc, ceci étant dit, on va revenir dans 15 jours en arrière et on va déballer ce colis de ces circuits imprimés que j'ai fait faire. Circuits imprimés standard, très peu cher. Et on va voir un peu la qualité de ce qui en sort par ces fabricants chinois où les prix sont vraiment à ras les pâquerettes. Alors, nous y voilà. Le colis est arrivé le lundi, donc commandé le jeudi et arrivé le lundi en DHL. Donc un magnifique petit colis. Donc 6 $ de frais de port avec une remise en fait dessus. Donc voilà, c'est pas un frais de port à la cargo qui va mettre 8 semaines. C'est arrivé en, on va dire, quelques jours. Donc ben, j'ai ton feu ouvert, donc on va l'ouvrir devant la caméra.
On va voir un peu ce que ça implique. Donc, là, ça va pas être aussi délirant que le précédent truc. Donc ben voilà, c'est GSC PCB. Alors c'est la même boîte que celle qui fait Easy EDA. C'est tout ça, c'est la même société, je pense, un très gros fournisseur de circuits chinois. Effectivement, il y a les PCB, les prototypes à partir de 2 $, le truc de 5 sur 5 pour 10 pièces. C'est beaucoup moins cher que le circuit imprimé vierge de base. Donc, eh ben voilà. Donc ça c'est, comme je l'avais dit, j'ai commandé deux circuits différents. Hein, donc j'ai profité de ça en fait, ben voilà, pour éviter de faire des mesures, essayer d'évaluer l'encombrement et l'emboîtement des circuits entre eux. Ben, autant les faire en vrai et puis emboîter le truc pour voir quoi. Et puis donc voilà, donc ça ce sont donc ce que j'appellerais les oreilles. Donc ce sont des trucs verticaux qui permettent de mettre 4 circuits de ce genre avec les connecteurs en bout. Et ici, ben, j'ai profité de faire simplement comme c'est un truc qui répète beaucoup de fois la même chose, j'en ai fait un qui permettra moi de tester une cellule et de voir que le principe fonctionne correctement. Et puis il y a une autre partie ici que j'essaierai séparément. Permet en plus de profiter de ça. Donc ça, en fait, finalement, ça me permet de vérifier tout l'aspect dimensionnel et vérifier certaines parties bien particulières du projet global, indépendamment du reste. Il m'évite de faire de câbler les cartes entières simplement pour m'apercevoir que y a un détail qui marche pas. Alors j'aurais pu le vérifier tout seul. Donc c'est emballé sous vide. Hein. Donc j'en ai commandé 5 de chaque. Alors il arrive souvent qu'on en ait un peu plus. Donc là il y en a 5. Donc là c'est vraiment alors ça ce sont des doubles faces. Hein. Et le prix, bon là évidemment la finition la moins chère. Alors c'est quoi? C'est simplement vernis épargne vert, double face, trou métallisé et ce n'est pas un plaqué or Enig, c'est simplement un truc air chaud. Bon, ça donne un peu de surface dessus, mais moi ça me gêne pas du tout. Alors a priori la qualité est très très bonne. Alors après il faudrait que je zoome dessus pour voir vraiment la qualité de l'afficheur et de la sérigraphie et de la netteté, mais moi d'ici je vois très bien ce qui est écrit, c'est parfaitement clair et net. A priori les trous sont très bien centrés, il faudra que je regarde sous la mantis, mais à vue d'œil c'est bien centré, c'est parfaitement mis. Les connecteurs les trous sont bien en face des pads, hein. C'est vraiment, en fait vraiment la qualité sans problème, c'est assez irréprochable dans le genre. Je veux dire, pour le prix, il n'y a vraiment rien à dire. Donc cette partie-là qui est en fait un des éléments qui est répété un certain nombre de fois ici, au lieu de l'utiliser avec un FPGA, etc. Pour le montage final, en fait j'ai mis un petit microcontrôleur que j'avais en réserve et puis j'attaque ça. Donc ici en fait ici c'est un deep switch, des petits interrupteurs, et j'ai un microcontrôleur ici qui est là, qui va piloter cette partie-là, ce qui me permet moi de vérifier l'aspect dynamique du truc sans être obligé de mettre tout le fratras. Alors c'est vraiment un montage minimal qui simplifié, qui me permet de vérifier la qualité des signaux et voir comment ça se comporte de manière dynamique. En plus ici je suis dans un cas plutôt défavorable, je n'ai que 2 couches, donc j'ai pas de plan interne, et donc a priori les signaux que j'aurai ici seront moins bons que les signaux du montage final. Mais bon, au moins ça me permet d'avoir une idée de ce que ça peut faire. J'ai bien sûr les emplacements des trous d'origine et les emplacements des connecteurs d'origine exactement, parce qu'il y a cet aspect dimensionnel qui m'intéresse. Alors ça c'est une chose qu'on voit souvent dans ces trucs-là, c'est il y a toujours un petit numéro qui en fait aide le constructeur à s'y retrouver dans sa production. Alors moi ça me dérange pas du tout pour un truc comme ça. On peut leur demander de ne pas le mettre, mais il y a un supplément. Ou alors on peut leur demander de le mettre peut-être à un endroit particulier
qui serait caché. Bon, moi, ça me dérange pas plus que ça, mais il y a des gens qui vraiment ne supportent pas ça. Qui supportent pas ce truc. Dave Jones, lui, ça le fout hors de lui. C'est vrai que quand on fait une face avant, c'est con d'avoir ça. Alors, il suffit de dire au constructeur, attention, ne le mettez pas de ce côté-là, puis c'est bon. On peut toujours se débrouiller. Hein, au prix où c'est, on va pas non plus chipoter. Alors ça, c'est brillant. Hein, c'est vraiment pas mal. Hein, c'est assez joli. Hein, donc ça, bon, c'est double face. Alors bien sûr, bon, moi, le projet final, ce seront des 6 couches. Donc, mais bon, même en 6 couches, les prix sont absolument extraordinairement bas. Hein. Et la qualité, vraiment, franchement, sans déconner, j'ai commandé le jeudi, arrivé le lundi, et il y a eu juste 5 euros de frais de douane, il y a eu 15 euros de frais de dossier de chez DHL, hein, ça n'a rien à voir avec le fournisseur, et 33 $ de matériaux. 2 designs complets qui ont été faits en même temps. Donc ça c'est l'autre. Donc ça, bon, c'est des trucs sous vide, mais au moins c'est bien emballé. Alors des fois ils en font un peu plus, hein, ça dépend. Moi des fois selon les fabricants, selon les tests qu'ils ont fait, des fois ils ont des trucs supplémentaires, ils en font toujours un peu plus. Là il y en a 5 aussi. Non. De toute façon j'en ai pas besoin d'autant, mais c'est le minimum qu'on peut commander. Donc là c'est une autre version avec une encoche ici pour faire passer le connecteur. Là ici il n'y a aucune piste, c'est juste les connecteurs placés pour vérifier l'encombrement, éventuellement réajuster les positionnements pour voir si tout va bien dans la hauteur, si ça tient bien dans la hauteur imposée, si tout est bien en face, etc. Et ça me permettra de vérifier aussi sur la carte mère finale qui elle n'est pas faite pour l'instant. Ça me permettra moi déjà sur la carte mère de voir exactement où placer les connecteurs pour que tout ça s'emboîte dedans. Et quand on fait des trucs multicartes comme ça, c'est vrai que c'est pratique finalement, mais c'est une alternative auquel on n'aurait jamais pensé avant, mais de pouvoir faire à tellement peu cher des circuits imprimés qui permettent d'emblée d'avoir le positionnement et de vérifier que c'est bon. En fait, on s'est vraiment moins chier avec ça que d'essayer d'accrocher les cartes entre elles dans une CAO. Là, on le fait en vrai, puis voilà. Donc ben voilà, et puis en plus, j'ai même un crayon. Bon, c'est un crayon. C'est pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un crayon, ça? Ah, ce n'est pas un crayon. C'est. Qu'est-ce que c'est? Si, c'est un crayon. C'est un crayon. C'est en fait un petit. Je ne sais même pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un crayon bic, un crayon mine. Je sais pas. J'avoue, c'est du faux bois avec un capuchon en papier appuyé. Enfin, c'est. Bon, soit. Donc voilà, on reçoit ça, c'est quand même maintenant, c'est assez extraordinaire. Faut bien penser que là, j'en ai pour 30 $, ce qui fait 25 €, avec les frais de port, hein, faut pas oublier, avec 5 € de frais de douane. C'est, je veux dire, rien qu'acheter ça en plaque, j'ai tapé sur le pied, en plaque vierge, pour simplement graver ces circuits, on en aura pour plus cher. Alors que là, on a un trou métallisé double face, avec tout, quoi. On est dans des prix, c'est extraordinairement peu cher de faire des circuits imprimés maintenant, quoi. Surtout eux, ils sont beaucoup moins chers que les autres. Les 4 couches sont pas chères non plus, les 6 couches c'est un peu plus, mais c'est quand même, on est très 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 loin des prix habituellement pratiqués. Alors pour faire du proto, oui. Faire de la production, après, ça se discute, parce qu'il y a d'autres fabricants européens, ou en Belgique il y en a un qui est assez connu, je crois que c'est Eurocircuit. En France, il y en a aussi. On peut aussi se retourner quand on fait des circuits ou quand on veut un suivi avec un fournisseur plus proche. Ce sont les options évidemment qu'il faut regarder. Hein, ça c'est bien pour faire du proto, surtout à mon niveau, je n'ai pas de budget pour faire ça, je le fais avec mes propres sous et je me vois mal faire ça sur un fabricant de circuits imprimés européen conventionnel. J'en aurais pour des centaines de dollars ou d'euros pour ça. Je ne le ferai pas, quoi. Je pourrais pas le faire, je les graverais moi-même en fait. Hein, ce serait plus chiant, mais j'aurais pas les moyens. En production finale, ça se discute. Hein, surtout quand on a des circuits qui pourraient avoir des pistes comme je l'ai posté sur le compte Twitter. J'ai dû faire du routage de pistes symétriques avec une impédance contrôlée de 100 ohms. Et c'est pas toujours facile à faire avec les circuits qu'on va fabriquer.
Ça dépend du circuit que le constructeur utilise, et ainsi des épaisseurs, surtout des épaisseurs entre les couches. Donc il faut connaître ce que le constructeur va faire pour pouvoir faire son routage. Donc on a intérêt à bien choisir au départ. Et après, selon le sérieux constructeur, il peut garantir des impédances et savoir, à la limite même, changer la géométrie du routage pour pouvoir coller en fonction de, je sais pas, les caractéristiques du FR4, l'époxy qui est utilisé, l'épaisseur des pistes, l'épaisseur du cuivre, le consomme diélectrique du vernis épargne si on a dessus, les épaisseurs du pré-preg et du noyau, etc. Donc c'est bon, il y a pas mal de paramètres à faire. Alors eux, moi pour mes prototypes, j'utiliserai chez eux pour le 6 couches. C'est pareil pour du 6 couches, pour des plaques de ces dimensions-là en 6 couches, ça coûte de tête, il y en a pour 150 €, quelque chose comme ça. Ce qui est absolument extraordinaire. Pour 5 plaques comme ça en 6 couches. Bon, c'est sûr que pour faire les essais, c'est quand même pas mal, quoi. Après, on verra si le projet, si ça fonctionne tel que je le pense. Je pense qu'après, on passera à l'étape d'après, qui sera une mise en production. Et là, il est possible que je fasse appel à des gens qui pourraient s'associer à ce projet assez particulier, assez avancé, mais qui réclament des compétences très particulières et assez poussées dans certains domaines. Alors je vais voir si je trouve des gens qui veulent s'associer à ça pour faire ensemble quelque chose. Ça, on verra plus tard. Mais pour l'instant, bon, je teste chaque élément pour voir si ça va bien quelque part. Et si c'est à la hauteur, on pourra passer à l'étape d'après. Voilà, donc ça, mais maintenant c'est une solution pour lorsqu'on fait des montages avec des cartes multiples. C'est pas toujours facile, surtout quand on a des composants qu'on ne connaît pas a priori. Maintenant, les fabricants fournissent les modèles CAO de ça, donc on peut déjà vérifier pas mal de choses sur les logiciels de conception. Mais finalement, pour assembler le tout, autant faire des cartes pour rien, quitte à ce qu'il n'y ait aucune piste, juste des emplacements des connecteurs et assembler, puis voir si ça rentre, plutôt que de le faire au pif, vérifier à la CAO, puis en fait se planter quand même, parce que c'est pas aussi simple que ça de vérifier les encombrements et les distances, même en CAO, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Écoute, ouais, bon ça, je conseille, hein. Surtout pour l'amateur, il peut faire ses circuits vraiment sans problème. C'est beaucoup moins cher que ceux qui font les circuits mauves, violets, qui sont... C'était intéressant, mais maintenant c'est vachement cher. Mais ça, c'est assez extraordinaire le prix. Et c'est très rapide. Les mecs, le double face, c'est 48 heures. Et le 6 faces, c'est, je crois, une semaine, quelque chose comme ça. Même les délais sont super courts. Et maintenant, en plus, ils ont resserré leurs contraintes de production. Maintenant, les trous passent à 0,2 mm au lieu de 0,3. Et les pistes, elles passent, quand on fait du 4 ou 6 couches, elles passent à 3,5 millièmes de pouce. Ce qui donne des pistes, je crois, de 6 centièmes ou 6 ou 8 centièmes. Alors là, je dis ça de tête, mais on passe à un seuil où on peut faire du BGA avec des vias entre les boules de soudure. Là, on rentre vraiment dans une autre dimension dans laquelle des tas de portes s'ouvrent. Mais rien qu'avec les possibilités qu'ils offrent par défaut, qu'ils offraient jusque-là, c'est-à-dire des trous de 0,3, ce qui permet de faire des vias sans problème, des vias assez petits, puis des distances entre les pistes assez étroites. Je crois que c'était 5 ou 6 000, enfin millièmes de pouce. Maintenant, c'est encore descendu en dessous, pour le même prix. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Donc là, maintenant, c'est encore plus... on peut aller encore plus loin. Et c'est ce qui m'a permis là, de faire mes paires différentielles, là. Parce que sur le 6 couches, la deuxième couche d'isolant, entre la surface top et la surface en dessous, c'est 1/10 de millimètre, ce qui est très très faible. C'est beaucoup plus faible que habituellement... ce qui se fait habituellement, ce qui est en fait 18 microns, là 180 microns, là c'est que 100 microns. Et le problème, c'est quand le diélectrique est de plus en plus faible comme ça, c'est très difficile de faire des impédances de l'ordre de 100 ohms. Et donc on est obligé d'avoir des pistes extrêmement fines. Et maintenant, grâce aux nouvelles possibilités qu'ils offrent, on peut le faire avec leurs matériaux. Et ça, c'est vraiment pas mal, hein, alors qu'on ne pouvait pas le faire avant. Voilà,
Ouais, j'espère que ça intéressera des gens de savoir que on peut y aller franco, on paye en ligne. En plus, ce qui est vraiment excellent, c'est qu'on a toutes les étapes de la fabrication qui sont décrites les unes derrière les autres. On sait où ils en sont, on sait ce qu'ils font, etc. C'est assez incroyable. Vraiment, c'est vraiment excellent. C'est très étonnant. Maintenant, en Chine, ils savent faire toutes les qualités possibles et imaginables, même maintenant de la qualité nettement acceptable, enfin même très bonne, pour des prix absolument extraordinaires. On se demande comment ils font. Et même, en plus, on a une promo sur les ports DHL qui sont... là, il y en a eu pour $6 de frais de port en DHL. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, personnellement, ça me coûte plus cher d'envoyer un colis silo avec 100 grammes dedans par la poste. Mais bon, je pense que les Chinois font aussi une sorte de dumping sur les frais de port qui sont à perte. Bon, il y a quand même quelque chose qui n'est pas naturel. C'est pas normal que ça soit si peu cher. On en profite, mais quand même, faut quand même pas non plus. Il y a quand même probablement un revers de la médaille qui n'est pas aussi glorieux qu'on pourrait le penser. Voilà, après, je vais essayer d'assembler ça, voir si ça rentre, si je me suis pas gouré dans mes trucs. Et puis après, je montrerai. Hein, que là, je vais peupler ces parties-là, faire des essais, montrer quelques techniques de mesure. Alors, il y a les deux côtés, une partie analogique, une partie numérique là-dedans, puis voir un peu ce que ça donne. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas posté quelque chose, mais bon, ça fait un peu patienter en attendant les vacances. Ok, donc nous revoici une paire de semaines après la réception des circuits. Donc ici, j'ai simplement un montage fait à partir des circuits. Hein. En fait, au total, il y a des circuits de flanc, ici, qui récupèrent tous les connecteurs des circuits. S'il y en a 3 de montés, parce que je n'ai pas besoin de monter plus que ça, alors qu'il y en a 4 au total. Ce sont vraiment des systèmes de montage extrêmement pratiques. Et là, ça permet tout de suite de mesurer, ici, en l'occurrence, l'écartement entre ces deux connecteurs-là, qui vont sur une grande carte, une carte mère qui, elle, va supporter le lot. C'est un système modulaire, et donc il est assez difficile de calculer l'écartement entre ces deux-là. Hein, on peut l'évaluer, mais il vaut mieux à la fin le mesurer in situ, et après pouvoir faire la conception de la carte sur laquelle ça va s'afficher. Alors, pour ce genre de truc, maintenant, j'utilise essentiellement des connecteurs, ce qu'on appelle armes métriques. Alors, ce sont des connecteurs avec beaucoup de broches. Alors, ça, c'est la version à 5 rangées, non blindée. Il y a 110 broches par connecteur. Alors, l'intérêt de ces choses-là, c'est non seulement ce sont des connecteurs qui sont assez bien faits au niveau de contact, donc ils sont bien plaqués or, ils peuvent, je crois, passer 1,5 ampère par contact. En plus, ils sont très fiables au niveau de l'enfichage, ils sont détrompés. Hein, ils sont vraiment bien, ils tiennent bien, ils s'enfichent bien. Ils peuvent fonctionner à assez haute fréquence, sans trop de problèmes. Il existe des versions pour le PCI qui sont très similaires à cela. Et ils sont étonnamment peu chers. Par exemple, celui-là, le mâle droit, ça coûte que quelques euros. Ces connecteurs-là sont incroyablement peu chers. Alors pourquoi on appelle ça du hard métrique? Parce qu'il existe du soft métrique. C'est simplement, c'est lié essentiellement au nombre de pattes qu'ils ont. Simplement, on a toujours eu la guerre entre le système impérial américain et anglais et le système métrique des autres pays. Et il y a quand même quelque chose qui est assez proche entre les deux, c'est que, on va dire, un dixième de pouce, donc 2,54 mm, c'est assez proche de 2,5 mm. Et quand il y a très peu de contact, genre 4 rangées, en fait, on peut créer des connecteurs qui sont compatibles métriques et impériaux. Par exemple, faire du PAD 5 ou 5,04, ça permet de pouvoir s'en ficher sur du 5,08, qui correspond à un cinquième de pouce, et du métrique, qui serait du 5 mm. Et si on a, genre 3, 4, voire 6 contacts peut-être au maximum, on peut rester compatible avec les deux. C'est ça, c'est ce qu'on appelle du soft métrique. L'hard métrique, il ne permet pas de pouvoir se contenter d'une approximation entre les deux. Et vu que là, on a 110 contacts, on va se retrouver une trop grande différence entre les deux mondes et on ne pourrait pas les rendre compatibles. Donc ces trucs-là, ce sont les contacts qui sont entièrement en millimètres exactement. Donc l'écartement entre les broches est de 2 mm, ce qui est relativement grand, ce qui permet de bien router quand même pas mal de pistes
Bon, moi je travaille ici, ce seront des circuits 6 couches. La carte principale sera en 4 couches. Ça permet quand même de router assez bien, sans trop de soucis, parce qu'on a de la place entre les broches. Une autre particularité de cette chose-là, c'est qu'on ne les soude pas. En fait, ces circuits se mettent sur des trous traversants, hein, évidemment, sur des trous de 0,6 mm, et en fait, on les enfiche dedans. Les broches, alors, on va peut-être pas le voir facilement, mais les broches, en fait, ce sont des broches avec un renflement au milieu, à ressort. Ce sont des systèmes, lorsqu'on les enfonce de force dans le trou, les broches se réduisent, et ça fait un système à ressort qui fait un contact sur le trou métallisé. Alors, c'est difficile à mettre, hein. Faut pas croire que c'est parce qu'il n'y a pas besoin de soudure que ça va tout seul. En fait, il faut une force considérable pour les mettre dans les trous. Donc il faut les serrer soit avec un étau, soit avec un système qui permet de quand même serrer assez fort. Mais le problème, c'est que voilà, ici, essentiellement, c'est ces couples-là que j'ai utilisés. Alors je ne sais plus lesquels, si c'est... Ouais, ça. J'ai utilisé ces couples-là. Quand on veut enfoncer ça, comme par exemple ici, sur ceux-là, on ne peut pas appuyer comme ça dessus. Parce que ça, c'est trop fragile. Donc ça, on l'explose directement. Là, on arrive à commencer le renfoncement parce que les broches commencent droit et juste après, il y a le renflement. Ici, le renflement qui est de ce côté-là m'empêche d'appuyer. À la main, c'est impossible à mettre. Le seul moyen de mettre ça, c'est en fait de mettre le connecteur qui va avec et de serrer à l'étau tout le système, toute la couche. Avec les trucs. Là, on a on va dire une surface suffisante pour pouvoir serrer. Donc, on est obligé d'appuyer avec le connecteur opposé mis dedans. Sinon, on n'a pas de surface et les flancs ici sont trop fragiles. Mais il y a une astuce, c'est qu'on voit que c'est pas tout à fait centré. Ce côté-là il est plus vers la gauche, donc il faut faire gaffe à ce que ça ne s'enfonce pas de travers et qu'on ne puisse plus le redresser. Donc, il faut faire assez attention. Il faut serrer comme une brute. Et en plus, il y a le piège que de l'autre côté, les pattes ressortent. Donc, hors de question de mettre le mort d'un étau directement là-dessus. Donc, l'avantage, c'est qu'ici, je pouvais mettre une deuxième couche de circuit imprimé, parce que j'avais tout un lot de flancs en rab, parce que c'est 5 minimum. Donc. Et donc, je les ai découpés, mis là, ce qui permet de serrer, et en fait, le bout qui dépasse va dans les trous du suivant. Et ça va pas, et ça permet de protéger. Donc, on peut toujours se débrouiller, même si, en fait... Les plus difficiles à mettre, ça reste ceux du milieu ici. En fait, il faut commencer par celui-là. Il ne faut pas faire comme j'ai fait, commencer par ça. Il faut commencer par ceux-là et après mettre ceux-là. Sinon, là, c'est vraiment difficile. D'autant plus que ceux-là à enfoncer, c'est-à-dire les côtés ici, c'est vachement difficile à faire aussi. Parce que, ben voilà, faut appuyer bien droit, bien à plat. Il faut vraiment un étau avec des morts bien parallèles. Et c'est très dur. Et une fois que c'est mis, on peut toujours se lever pour les enlever, hein. C'est extrêmement robuste, extrêmement solide, il n'y a pas besoin de soudure, mais c'est pas aussi simple que ça. Alors là, vraiment l'intérêt de ça, c'est vraiment vérifier l'aspect dimensionnel des montages multi-cartes. Donc ça c'est des connecteurs que je conseille, parce qu'ils sont vraiment pas chers, hein. Ça coûte le prix des connecteurs standards, on va dire, de ce genre, hein, ce genre de truc, hein. Si on prend les couples de ce genre de truc au pas de 2,54, c'est pas si différent au niveau prix. Sauf que ça, ben bon, déjà, il faut les souder. Et puis, c'est beaucoup plus gros. C'est un peu moins dense. Bon, c'est plus courant. Mais ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc, l'étape d'après, je vais prendre celui-là. Puis, je vais faire des essais sur cette zone-là, en fait, qui me permet de vérifier l'aspect dynamique de ça. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Sachant que tout ça, au niveau du circuit, il y en a pour une trentaine d'euros, hein. Plus, après, il y a eu les frais de douane et tout ça, j'en ai pour 15 euros de frais, 10 euros de frais de douane, quelque chose comme ça, et 15 euros de frais de dossier chez DHL. C'est cette arnaque. Donc voilà, ça c'est extrêmement pratique. Bon, ce n'est qu'une étape parmi le reste de tout ce montage. Actuellement, je travaille sur des OCXO pour créer des bases de temps et des sources d'horloge ultra stables à partir d'un seul cristal. Donc, ce qui n'est pas toujours très évident. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi le travail sur cet afficheur. J'en avais parlé sur Twitter, j'avais posté un truc sur Twitter sur cet afficheur-là, qui est extrêmement intéressant.
Et c'est le seul dans son genre. Alors, il y a des variantes hein, sur le thème, mais ça reste le même. C'est un truc qui fait 1280 sur 160 ou 128, je sais plus, quelque chose comme ça. Et ça rentre bien dans un boîtier 19 pouces qui n'est pas trop haut. Ça, c'est intéressant. Et c'est le seul dans son genre. Hein. Sinon, on n'a que des trucs rectangulaires. Seul, non, déjà, sur le facteur de forme, c'est intéressant. Mais en plus, le connecteur est à l'arrière. D'habitude, le connecteur, il est soit sur le côté, ou pire, il est là. Et s'il est là, en fait, mettre ça sur un rack de une unité, ben, c'est pas possible parce que les connecteurs ils sont rarement sur le côté, ils sont toujours au-dessus ou en dessous. Là, c'est un connecteur standard avec un câble flex qu'on a d'une manière standard pour pas grand-chose. Et après, ben, lui, il va être piloté par un PIC32DA, qui est une série des microchips PIC32 qui est dédié aux afficheurs. Et lui, il rentre directement dedans. Il y a vraiment l'interface directe sans souci. Donc tout ça, ça fait partie du même projet. Hein. Sur ce projet-là, il y a plein de choses. Il y a ça qui est une carte d'évaluation USB, d'un récepteur USB qui supporte à peu près tous les formats audio possibles et imaginables. Il fonctionne à 8 canaux, jusqu'à 768 kHz, que ce soit du DSD sur USB, du PCM, tout ce qu'on veut. Et ça, c'est une carte d'évaluation que Comtrue m'a donné. Donc il faudra que je fasse un petit montage assez simple. Ça, on sort en I2S ici. Enfin, ici, cette petite carte est limitée à stéréo, même si la puce montée est celle à 8 canaux. Donc on sort en I2S et ça va directement sur leur ASRC qui permet de recevoir directement 4 sorties I2S pour tous les 8 canaux en multicanal. Donc du 7.1 directement décodé. Alors ça, je ferai une expérience avec ça. Hein. Je montrerai un peu, on branchera sur un PC, puis on verra ce que ça donne. Ils fournissent les drivers, donc ça se comporte comme une carte son, que ce soit en restitution ou en enregistrement. Et voilà. Et c'est très simple, hein. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Hein. Bon, évidemment, c'est du CMS, mais on va pas... c'est pas... hein, bon, maintenant, on est au-delà de ça. Donc ça, voilà, ça fait partie des sujets. Donc il y a les quartz. Bon, là-bas, j'ai d'autres choses sur... des étages de front-end analogiques, des ADC. Malheureusement, il n'y a plus d'ADC réellement disponibles. Ce sont des denrées rares, surtout en audio. Faire des ADC, c'est assez délicat parce que le catalogue s'est réduit en peau de chagrin. À part AKM qui sort un truc, qui a encore un truc, ESS ne fournit plus d'ADC, ils ne les fabriquent plus, ils n'ont pas assez de demandes. Mais j'ai travaillé sur l'ADC de chez... Linear Technology, qui est le LTC, je ne sais plus de tête, LTC 2378, un vrai 20 bits à approximation successive, qui lui, malheureusement, ne sort pas en I2S. Donc qui dit ne pas sortir en I2S, dit transformer ce signal qui a un genre de SPI en I2S. Et donc pour ça, on programme des FPGA. Donc il y a aussi tout un aspect FPGA qui déboule là-dedans. Il y a un aspect microcontrôleur, il y a un aspect très intéressant qui est sorti là, qui est le Raspberry module, le module 3, qui est un petit module qui se met sur un support de mémoire, en fait, support SODIMM standard, et qui est en fait un quad-core ARM avec de la mémoire, tout installé dessus, avec donc des entrées-sorties directement dessus, quelques interfaces disponibles. Et ça permettra de faire un petit peu le chef d'orchestre de tout ça. Parce qu'il faut quand même centraliser le tout et c'est pas toujours évident. Donc il y a plein d'aspects à voir, à développer, à analyser, à tester, étudier des protocoles comme tout ce qui est Bluetooth, Wi-Fi, audio, le AirPlay d'Apple, ces choses-là qui sont des protocoles à étudier. Pour pouvoir les restituer, parce que bon, même si je peux rentrer de l'USB, il faut que je puisse rentrer de l'I2S, du SPDIF en symétrique, de la ESEBU évidemment, rentrer en utilisant le Bluetooth audio, de l'AirPlay ou autre chose. Donc ce sont tous ces types de supports numériques qui sont massivement utilisés actuellement qu'il faut pouvoir accepter. Donc tout ça, ça suppose une centralisation des signaux et une gestion des signaux qui n'est pas évidente. Donc voilà, ça c'est juste un aperçu d'un projet plutôt important, le plus gros que j'ai eu à faire jusque-là, qui réclame beaucoup de sujets simultanés
à voir. Donc ça va se dévoiler au fur et à mesure des recherches. Donc j'ai quand même pas mal de travail à faire là-dessus encore. Mais bon, c'est plutôt clair au niveau de la structure, de la définition, etc. Voilà, donc ça, ce fournisseur-là, dans JLC PCB, ça, on peut y aller en toute... franchement, même pour l'amateur, je veux dire, on ne pourra pas mieux faire que ça. Moi, de toute façon, les circuits que j'ai utilisés seront au moins en 4 faces, voire du 6 faces. Donc il y a d'autres contraintes, il y a d'autres systèmes de routage avec des plans de puissance, etc. Donc il y a tout un lot de choses à faire. Donc, j'aurai une proposition avec eux de pouvoir faire une vidéo sur justement au moment où je ferai ces circuits-là, qui permettra moi éventuellement de pouvoir financer une partie des plaques de prototype en faisant une vidéo sur leur truc. Donc en fait simplement montrer comment on route, comment on crée des circuits multicouches à plus de 2 couches, les contraintes, etc., de routage, de fabrication, etc. Et utiliser leur site en tant que support pour montrer un exemple, qu'est-ce qu'on fournit à un fabricant, quelles sont les données importantes pour lui, comment ça se passe, et après avoir le résultat en les choisissant eux comme support. En échange, eux, ils me fournissent les circuits pour l'exemple. Donc, ça, ce sera quand les premiers circuits seront effectivement routés. Donc, ceux-là sont faits. Ceux-là existent déjà, ils seront prêts à être lancés, mais je ne peux pas les utiliser tout seul. Donc il faut que je fasse les flancs, je crois qu'eux ils sont faits, mais il faut surtout que je fasse la carte mère avec tous les éléments pour pouvoir attaquer ça. Donc c'est pas évident, c'est modulaire, mais tous les modules étant liés les uns aux autres, il faut qu'une grande partie des trucs fonctionnent entre eux, quoi, avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un projet complexe. C'est un projet qui risque de changer, enfin d'avoir un potentiel considérable dans le monde de l'audio. Hein. Évidemment, je ne me cache pas que c'est lié à ça. Mais pour l'instant, comme il y a des aspects inconnus, des aspects dont il va falloir vérifier la validité, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Simplement, même si ces aspects-là ne fonctionnent pas, ça risque d'être un appareil quand même universel qui permet de faire de l'audio numérique un peu comme on veut. Hein. Avec tous les trucs standards habituels au moins intégrés. Voilà. Donc pour ce truc-là, c'est juste, c'est vraiment l'impromptu, hein, c'est vraiment une vidéo rapide hein, pour au moins fournir quelque chose et des petites nouveautés comme ça. Prochain épisode sur l'audio numérique et les erreurs, et éventuellement une autre vidéo, alors je ne sais pas dans quel ordre, hein, sur ce récepteur USB qui est très intéressant parce qu'il est supérieur à tout ce qui existe, comme XMOS et autres qui sont très utilisés. Et j'espère que comme True, lui, restera, parce qu'ils fournissent les meilleurs ASRC et récepteurs USB du marché. Ils sont supérieurs à ce que AKM ou XMOS peuvent faire, ou encore CMedia. CMedia, c'est encore pire. Ceux-là sont vraiment beaucoup plus avancés que ce que font les autres, et ils mériteraient d'être beaucoup plus utilisés par les amateurs parce qu'ils fournissent des cartes qui fonctionnent bien, ils sont très réactifs, ils donnent beaucoup d'informations, ils sont extrêmement bien. Ce qui est rarement le cas, par exemple, comme CMedia où j'ai jamais pu avoir la moindre réponse sur la moindre question. Enfin bref. Voilà. Donc on va profiter pour pouvoir faire les vidéos suivantes quand même, en faire un peu plus souvent. Et puis bon, en attendant, voilà, au moins j'ai pu faire quelques petits trucs pour pouvoir rompre un peu le silence qui a duré quand même depuis un certain temps.